Donc, sans plus tarder, on va passer à la première session et au premier conférencier, le professeur Georges Casimir, que j'inviterai à se présenter pour présenter l'inflammation au travers des âges, le dimorphisme sexuel et diffère dans la réponse au LPS microbiote et à la pharmacothérapie. Merci beaucoup, Émile. Chers collègues, chers amis, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui m'intéresse depuis de très nombreuses années maintenant, plus de 10 ans maintenant, qui est la différence sexuelle dans l'inflammation. Alors, comme c'est un congrès sur l'inflammation, je voulais peut-être rappeler quand même quelques éléments importants dans le temps. C'est que l'inflammation est aussi vieille, je dirais, que l'humanité, et même peut-être plus que l'humanité, puisque des signes inflammatoires étaient retrouvés déjà sur les os des dinosaures, comme le disait le professeur Cavaillon dans son remarquable ouvrage sur l'inflammation. Mais c'est aussi vrai qu'on a pu décrire aussi sur les momies égyptiennes, et ça c'est Sir Mark Rumford qui l'a fait, comme pionnier en fait véritablement, des diagnostics de pathologie inflammatoire sur les momies égyptiennes, et notamment sur celle de Ramsès II au niveau d'arthrite et de spondylite. Alors, il faut savoir au fond que l'inflammation, c'est un processus qui paraît pathologique pendant très longtemps, mais c'est un chirurgien écossais qui a défini l'inflammation elle-même comme un processus finalement assez salutaire, c'est-à-dire un processus qui permet de revenir à l'homéostasie de la normalité et qui donc joue un rôle absolument essentiel dans tous les traumatismes que le corps peut subir, les infections étant parmi les plus fréquentes, mais pas seulement. Et puis, en fait, Metchnikoff va établir en 1891 que les phagocytes participent à l'inflammation, que les cellules, donc très particulières de l'immunité, jouent un rôle et qu'elles ne devraient plus être considérées comme un processus délétère. On verra cependant qu'elle peut l'être malgré tout quand elle dépasse précisément le retour à l'homéostasie. Enfin, c'est intéressant de noter aussi que Refer, Metchnikoff et Louis Pasteur vont publier avec Charin un article qui montre à un moment donné qu'une culture purifiée du bacille thiocyanique peut provoquer de la fièvre chez le lapin en l'absence de bactéries vivantes ou mortes. Et cette observation est publiée 3 ans avant que Pfeffer utilise en 1892 l'endotoxine et l'hypopolysaccharide, qui aujourd'hui sont encore utilisés tellement dans le monde dans les modèles d'inflammation provoquée. Alors l'inflammation, au fond, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un processus, bien sûr, qui fait intervenir des cellules, les cellules endothéliales, qui jouent peut-être un rôle plus important encore que ce qu'on pense aujourd'hui, les neutrophiles, qui sont un petit peu les soldats de cette inflammation, les monocytes, les macrophages, et une multitude de médiateurs qui sont pro- ou anti-inflammatoires et qui jouent donc des rôles extrêmement complexes, aboutissant à ce tableau clinique de fièvre, de production de protéines de phase 1, de mobilisation de diapédèse cellulaire et finalement de production d'anticorps. Alors elle peut être aiguë, et c'est important, vous allez le voir dans ce sujet que je vais traiter ici, en cas d'infection comme le sepsis ou le traumatisme, mais elle peut être aussi chronique dans les maladies inflammatoires, avec des exemples comme l'asthme sévère, qui représente 5% des patients, la mucoviscidose, qui est une des maladies les plus inflammatoires qui soient dans les maladies systémiques, et les connectivites. Alors, ce qui est encore assez mal connu finalement, ou en tout cas qui pose de nombreux problèmes, c'est la cinétique des premières phases de cette inflammation, les cellules qui jouent un rôle systématique, et peut-être la cellule endothéliale, c'est en tout cas une hypothèse importante par rapport au fait que pendant longtemps on a pensé aux monocytes macrophages, la production bien sûr de ces cytokines inflammatoires qui sont notamment produites par les cellules endothéliales et les monocytes de manière fort importante, et puis la production de ces protéines de phase 1 qui vont aussi annihiler la production d'autres protéines comme celles des transporteurs et qui expliquent notamment l'anémie inflammatoire qui est tellement typique des inflammations aiguës comme des inflammations chroniques d'ailleurs. Et puis finalement, bien sûr, cette vitesse de sédimentation qui va s'élever à la production d'anticorps et dans les meilleurs cas une résolution clinique, ce retour à l'homéostasie, dans d'autres cas malheureusement le décès du patient. Alors, quelques mots peut-être pour dire que l'inflammation selon l'âge, puisque c'était une partie du titre de ma présentation, eh bien, en fait, dans les premiers temps de la vie, on connaît quand même assez mal les processus inflammatoires. On sait que le bébé, même le prématuré, est tout à fait capable d'une réaction inflammatoire très salutaire, mais que malgré tout,
l'immaturité chez le nouveau-né et chez le prématuré en particulier peuvent provoquer des dégâts organiques importants et de longue durée avec des séquelles. Et c'est aussi vrai sur l'organogénèse, puisqu'à la naissance, cette organogénèse n'est pas terminée, et que pour deux exemples pratiques, notamment le poumon, mais aussi le cerveau, on sait que des problèmes d'inflammation, y compris chez la femme pendant la grossesse et en fin de grossesse, peuvent aboutir, en particulier chez le nourrisson, à des dégâts qui peuvent être des dégâts du système nerveux qui sont aussi irrémédiables. Et donc, ce profil inflammatoire au début de la vie a aussi, bien entendu, et on va en parler de manière significative, des implications sur la longueur de la vie. Et on sait que les centenaires, en particulier, qui sont beaucoup étudiés maintenant, ont en fait des mécanismes d'échappement à l'inflammation qui expliquent probablement en partie aussi leur durée de vie très grande. Et il est vraisemblable que l'âge âgé auquel peuvent aboutir aujourd'hui un nombre très important de personnes soit lié au contrôle de l'inflammation. Il y a aussi bien sûr maintenant les micro-RNA qui jouent des rôles à la fois dans la stimulation ou dans le contrôle de l'inflammation et dont on voit aussi qu'ils peuvent jouer comme biomarqueurs de la durée de vie et de la vie en bonne santé ou en mauvaise santé. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est donc les différences sexuelles dans l'inflammation. Et quand on regarde la mortalité sur sepsis, sur la gauche de cette diapositive, on voit en fait que les hommes ont une mortalité sur sepsis à tout âge de la vie et depuis toujours qui est particulièrement plus importante que celle des femmes, et que les femmes, quand on regarde leur espérance moyenne de vie, ont en fait une durée de vie qui est beaucoup plus longue que les hommes. Il n'échappe à personne que quand on voit les homes pour personnes âgées, eh bien, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Alors, en fait, ce que l'on sait, c'est que chez les adultes humains, enfants et animaux, les femelles expriment beaucoup plus un niveau d'immunité et de production, notamment de processus inflammatoires, que les hommes. Et on montre dans la littérature médicale d'une manière assez impressionnante que le pronostic d'une infection, d'une inflammation aiguë, sévère, est bien meilleur chez la femme que chez l'homme. Alors j'en voudrais pour preuve, en fait, cet ensemble sur des cohortes de patients extrêmement importantes, qui vont jusqu'à 1 500 000 patients, qui montrent en fait que systématiquement et de manière extrêmement significative, le pronostic est en fait bien meilleur chez la femme que chez l'homme. Et je voulais prendre 3 exemples. D'abord, la pneumopathie à membrane hyaline, importante chez le pédiatre parce qu'elle traite du prématuré, la mortalité chez les enfants d'âge scolaire, et puis, d'autre part, les problèmes de mortalité aussi, ou d'altération respiratoire après transplantation de moelle. Alors voilà une première étude chez le prématuré qui montre que les garçons contribuent d'une manière absolument évidente à une mort plus importante que les filles, avec un ratio tout à fait en leur défaveur. Si vous regardez maintenant l'épidémiologie du sepsis sévère, ici encore sur plus d'1 500 000 enfants, on voit que la proportion de garçons qui meurent est incroyablement plus importante que celle des filles. Et si vous regardez dans une maladie quand même encore très prégnante dans le monde comme la tuberculose, là aussi, le rapport est tout à fait en défaveur des garçons. Alors au contraire, lorsque la pathologie est chronique, et on peut imaginer que lorsque l'inflammation est plus importante dans un sexe, qui est le cas chez la femme, si elle n'est pas réductible et qu'elle se poursuit tout au long de la vie, tout au long du processus inflammatoire, eh bien, les dégâts collatéraux peuvent être délétères. Et en fait, on se rend compte que dans une majorité de pathologies chroniques, en fait, les femmes ont un plus mauvais pronostic que les hommes. Et là aussi, je voulais vous montrer, en particulier chez des adolescents souffrant d'asthme, dans les pathologies chroniques, notamment dans la bronchite chronique obstructive chez la femme et dans la mucoviscidose, qu'il existe de fait des articles extrêmement nombreux dans la littérature montrant que dans les affections chroniques, les femmes ont un pronostic moins bon. Et vous voyez par exemple cet article très impressionnant sur 21 000 patients atteints de mucoviscidose aux États-Unis dans l'American Journal of Epidemiology en 1997, qui montrait que les femmes avaient en fait une mortalité beaucoup plus importante. Elles mouraient 3 ans avant
les hommes en moyenne. Heureusement, les traitements dans cette maladie ont changé malgré tout le pronostic, mais les femmes restent plus atteintes que les hommes. Si on regarde le risque également dans l'asthme, on voit aussi là que en fait, les femmes s'en sortent beaucoup moins bien et ont des asthmes avec des profils inflammatoires beaucoup plus importants. Et enfin, dans la bronchite chronique obstructive, beaucoup de femmes fumant aujourd'hui très tôt dans la vie, elles ont un profil inflammatoire plus important et elles meurent davantage que les hommes. Dès lors, il est délétère d'être un homme en cas d'inflammation aiguë, qui est finalement dans le monde, notamment à cause des infections, beaucoup plus fréquente que l'inflammation chronique, mais dans les inflammations chroniques, eh bien, là, la femme a un pronostic beaucoup moins. Alors, est-ce que les marqueurs inflammatoires cliniques sont aussi différents quand on étudie en particulier la C-réactive protéine, la vitesse de sédimentation, le taux de neutrophiles, ou d'autres marqueurs, quand on va au plus profond des choses avec des cytokines ou des chémokines? Bien, nous avons voulu étudier ça pour évaluer ces différences chez des enfants qui étaient prépubères, c'est-à-dire des enfants chez lesquels les hormones jouaient très peu, parce que les petits enfants, finalement, avant la puberté, ont des taux notamment d'œstrogène ou d'androgène qui sont extrêmement bas. Et nous avons étudié précisément ces différents marqueurs inflammatoires dans 3 pathologies, qui étaient les pneumonies, les pyélonéphrite et une pathologie virale, mais très prégnante dans la population, qui est la bronchite à virus respiratoire syncytial, tous les enfants étant associés pour l'âge et le sexe. Et nous avons une cohorte importante de 382 pneumonies, de 39 pyélonéphrites et de 59 bronchiolites à virus respiratoire syncytial, avec chaque fois pour moitié des enfants garçons et filles. Ce travail a été publié dans Choc en 2010. Et on voit d'une manière spectaculaire, sur la cohorte totale de 482 enfants, que la vitesse de sédimentation, le taux de neutrophile est beaucoup plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Si on regarde ça par pathologie, c'est vrai pour les pyélonéphrite, c'est vrai pour les pneumonies, et même dans la bronchiolite à RSV, où bien sûr la CRP est peu importante, on retrouve dans le terme des neutrophiles et pour la durée d'hospitalisation, là aussi, une différence tout à fait significative. Donc, en fait, lorsque l'inflammation est chronique, ce qui est frappant, c'est que lorsque cette inflammation persiste, il y a des dégâts collatéraux. Dans l'asthme sévère, comme je le disais, un rapport de 5 pour 1 pour les filles. Dans la mucoviscidose, ce gender gap in cystic fibrous mortality, comme disent les Anglais, c'est une différence incroyable dans la mortalité. Et bien sûr, il n'échappe à personne que dans les connectivites, là aussi, il y a bien davantage de femmes que d'hommes, et on voit par exemple dans le lupus 9 femmes pour 1 homme. Alors, afin d'évaluer cette différence sexuelle avant la puberté, typique, je dirais, d'une inflammation chronique, nous avons voulu étudier ça dans 3 maladies qui sont véritablement très inflammatoires, la mucoviscidose, l'asthme sévère précisément, et puis l'anémie hématie falciforme, la drépanocytose, est une maladie où vous avez une cristallisation de l'hémoglobine dans les capillaires et qui se caractérise précisément par une inflammation tout à fait majeure. Eh bien, nous avons étudié 50 patients asthmatiques en crise d'asthme sévère, 52 patients atteints de mucoviscidose suivis au long cours, l'anémie hématie falciforme, également 47 enfants. Ce travail a été aussi publié en Choc en 2010. Et quand on voit dans l'asthme sévère les quantités de cortisone nécessaires, le nombre de jours d'aérosolisation nécessaires pour traiter les patients, on voit en fait que les femmes ont de manière tout à fait évidente un pronostic moins favorable. C'est vrai dans la mucoviscidose où il y a davantage de patients, femmes, qui sont colonisées précocement par le pseudomonas, et dès l'âge de 2 ans, les épisodes inflammatoires sont plus importants chez les filles, et on voit se dégager cette proportion de neutrophiles et de globules blancs plus importante dès l'âge de 5 ans. Et enfin, dans la drépanocytose, même chose, nombre de crises plus importants chez les filles, nombre d'épisodes d'acute chest syndrome, ces problèmes respiratoires particulièrement aigus chez ces enfants. Et on voit une corrélation tout à fait nette avec l'âge et les nombres de crises et les jours d'hospitalisation chez les filles, ce qu'on ne voit pas chez les garçons. Dès lors, on peut considérer que les maladies inflammatoires chroniques chez les enfants sont plus sévères dans le sexe féminin. Les données épidémiologiques viennent confirmer ça chez les adultes, comme je vous l'ai dit, notamment dans les pathologies obstructives.
Alors, ce que je voulais vous montrer par rapport à ça, c'est que bien sûr les différences sexuelles chez les adultes sont habituellement expliquées par les différences hormonales, mais chez les enfants, les hormones sont évidemment extrêmement faibles, et donc nous nous sommes intéressés en particulier au rôle de certains gènes portés sur les chromosomes sexuels, et en particulier le chromosome X. Ce chromosome X est inactivé, ce deuxième, chez la femme, mais qui, de manière particulière, exprime encore 15% des gènes. Nous avons étudié ce dimorphisme sexuel, en fait, dans deux modèles. D'abord, les hommes et les femmes, 22 filles, 26 garçons prépubères, mais nous avons, et c'est peut-être ça l'originalité du processus, étudié les patients atteints de syndrome de Turner, qui sont X0, qui sont des femmes phénotypiques, mais des hommes génotypiques, avec un seul X. Et d'autre part, nous l'avons fait, on va le voir quelques minutes plus tard, chez les syndromes de Klinefelter, qui eux sont XXY, et qui sont donc des hommes phénotypiques, mais des femmes génotypiques. Ça a été publié en 2010 aussi. Et nous confirmons d'abord le fait d'observation générale dans la littérature d'une production plus importante de cytokines chez le mâle au début du processus inflammatoire que chez la femelle. Et je vous montre ici les différences qui sont tout à fait nettes entre garçons et filles. Vous voyez que les garçons ont toujours une production beaucoup plus importante de cytokines. Mais ce qui est frappant, c'est que les Klinefelter sont en fait semblables aux femmes, et les Turner sont semblables aux hommes quant à la production de cytokines. Ce qui vient d'une certaine manière montrer que les mâles produisent davantage de cytokines inflammatoires que les femelles, avec un parcours, un processus qui est très différent, que les syndromes de Turner ressemblent finalement aux mâles, et que les syndromes de Klinefelter ressemblent d'une manière évidente aux femelles. Et maintenant, il y a plusieurs travaux qui ont confirmé ce que nous avions montré il y a quelques années déjà. Alors, bien sûr, sur ce chromosome X, il y a aussi beaucoup de micro-RNA par rapport au chromosome Y, comme vous voyez maintenant, et nous étudions maintenant, notamment avec le professeur Chamek, qui est dans cette salle, les micro-RNA, qui sont aussi un élément extrêmement intéressant, et des données préliminaires montrent des différences très significatives aussi entre les sexes dans les conditions inflammatoires spécifiques, différences qui sont observées après stimulation de cellules par l'endotoxine chez des sujets sains et des sujets malades. Et je conclurai dès lors en vous disant que certains gènes localisés sur le chromosome X codent pour des molécules incluses dans la cascade inflammatoire. Le nombre de chromosomes X peut donc moduler cette réponse inflammatoire. De plus, l'exclusion allélique d'un des X fait que, en fait, le deuxième X chez les femmes s'exprime encore pour 10 à 15% du chromosome, et que certains gènes inflammatoires sont localisés très spécifiquement sur le X, ou parfois l'Y aussi, mais inclut notamment la molécule CD19, dont on voit que c'est une glycoprotéine de surface qui influence la migration leucocytaire, et précisément, il y a une très grande différence dans cette production du CD19 entre femmes et hommes. Ceci pourrait donc contribuer à une régulation ultime de la cascade inflammatoire, modifier précisément la production de cytokines, et je dirais que ce travail peut aboutir évidemment non seulement à traiter différemment les femmes et les hommes dans des inflammations aiguës et dans des inflammations chroniques, mais aussi imaginer que des traitements particuliers, une pharmacologie puissent être appliqués de manière différentielle entre les sexes, et enfin certainement améliorer l'avenir des hommes atteints de pathologies aiguës, et d'autre part contrôler mieux l'avenir des femmes atteintes de pathologies chroniques, donc améliorer, si l'on comprend mieux ces processus, le devenir des hommes et des femmes. Merci. Donc c'est ouvert aux questions, s'il vous plaît. Oui, Jean-Paul. Alors, félicitations pour cette très brillante exposé. Vous pardonnerez de vous poser une question de gériatrie, de poser une question de gériatrie au professeur de pédiatrie. Mais la question que je voudrais vous poser est la suivante. Est-ce que, à partir de la ménopause, il y a une modification de la réponse inflammatoire? Et est-ce qu'on a étudié, parce que vous avez parlé des femmes, mais vous n'avez pas distingué les deux périodes d'activité sexuelle? Alors, il faut dire que les femmes ont évidemment des productions d'œstrogènes, notamment extrêmement différentes en fonction du temps, notamment les enfants, mais également les femmes, pendant les périodes de vie
au cours même de chaque cycle, les taux d'œstrogène sont extrêmement différents. Après la ménopause, bien sûr, ils sont aussi extrêmement différents. Et en fait, le pronostic ne change pas. Quand on regarde ce qui véritablement détermine le pronostic, c'est bien plutôt cette pondération en chromosomisme. Alors, ce qu'on voit maintenant, il y a une très belle étude faite par Bonafé, notamment sur des centenaires hommes, parce que ce qui est rare, c'est les centenaires hommes. Eh bien, en fait, ces centenaires hommes ont un profil inflammatoire qui est absolument mimétique de celui des femmes. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que probablement les centenaires hommes représentent, en tout cas sur le plan génétique, quelque chose qui ressemble davantage à ce qui se produit au niveau du sexe féminin. Et on peut imaginer, c'est évidemment purement hypothétique, mais sur le plan darwinien, le fait que cette inflammation plus importante chez la femme ait pu, à un moment donné, protéger la femme de la perte de son fœtus, puisqu'au fond, l'inflammation fœtale et la fausse couche est en fait très inflammatoire, met en jeu des cytokines importantes et que probablement cette inflammation plus importante chez certaines femmes aurait privilégié en quelque sorte les femmes qui protègent le fœtus. Professeur Miosset. Vous avez parlé de l'importance de l'inflammation, la vision positive, et quand on a cette réaction aiguë, on a une hypersécrétion des 3 cytokines que vous avez étudiées. Vous avez souligné qu'après, ça s'améliorait. Dans vos études, est-ce que vous avez justement étudié l'aspect secondaire? C'est-à-dire, vous avez ce décalage positif avec les cytokines de l'inflammation, et de l'autre côté, il y a ce qu'on peut appeler la régulation négative, les cytokines dites plutôt anti-inflammatoires, liées à l'ARA et bien d'autres. Donc on pourrait imaginer que l'élément important, c'est certes l'amplification, mais surtout ce qui vient après, la notion de régulation. Est-ce qu'il y a les mêmes différences qui devraient être inversées logiquement? Et précisément au niveau des micro-RNA, ce qui nous apparaît maintenant dans les premiers éléments, c'est que des cytokines anti-inflammatoires sont produites de manière plus importante chez les femmes. Et que donc probablement il y a une régulation qui s'opère notamment au travers de ces micro-RNA. Mais ce sont des travaux tout à fait préliminaires maintenant. D'accord, merci. S'il vous plaît. Pour un peu rebondir sur la précédente question, vous avez parlé ici des différences dans les contextes aigus et chroniques. Est-ce que dans les processus d'immunothérapie anticancéreuse, on voit aussi un dimorphisme sexuel? Je pense notamment aux immunothérapies anti-PD1 ou PD-L1 qui sont des modulateurs de la réponse immunitaire. Est-ce qu'on voit entre hommes et femmes une différence de réponse dans ces types d'immunothérapie, ou peut-être même une différence d'échappement de la réponse immunitaire de cette cancéreuse chez l'homme ou la femme? C'est évidemment une question extrêmement intéressante, mais à laquelle je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas les éléments. Peut-être que si on analyse la littérature spécifique sur le sujet, il y a peut-être des éléments qui nous permettraient partiellement d'y répondre, mais je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Une dernière question, s'il vous plaît. Pour rebondir sur la cancérologie, en fait, on vient de se rendre compte, je suis cancérologue depuis 30 ans, 40 même. On vient de se rendre compte qu'il y a une différence de réponse, et je ne sais pas si c'est pour les patients traités en immunothérapie versus toute la chimiothérapie, mais en tout cas la Société européenne d'oncologie médicale, l'ESMO, vient d'ouvrir une task force pour étudier le problème de différence de réponse à la chimiothérapie, et ici je parle de chimiothérapie en général, entre les hommes et les femmes. Et il semble effectivement qu'il y a une différence. Et dans les essais cliniques, on a toujours mis hommes et femmes. Pour des raisons éthiques, on voulait être certain qu'il y ait une balance entre le nombre de femmes testées, parce qu'initialement, il n'y avait pas assez de femmes testées. Mais maintenant, on se rend compte qu'il faut les étudier de façon séparée, parce qu'il pourrait y avoir de grandes différences. Et donc, une telle chimiothérapie n'est pas nécessairement avec un même effet chez l'homme ou chez la femme. Merci. Mais c'est tout nouveau. Merci beaucoup, Georges.